On est prête? On est prête? Tu es prête? Oui. Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve 10 ans plus tard, comme toujours, avec une invitée qui j'espère va me laisser filmer ma vidéo. Elle mange le micro. Nous avons un chiot qui vient de se réveiller de sa sieste, n'est-ce pas? Je vous présente Avan. Tu dis bonjour Avan? Non, je m'en fous, je te mange les doigts. Je vais donc tenter de vous présenter les 70 livres que j'ai en stock. Oui, j'ai un chariot rempli à côté de moi. Et j'en profiterai pour vous faire en bonus les update lecture des livres que j'ai déjà lus dans ce chariot. Comme ça, dans la prochaine vidéo update lecture, je n'aurai plus qu'à faire ce que j'ai lu en dehors des arrivées. J'espère que c'était clair. Je vais poser le petit monstre et j'espère que ça ne va pas trop être un enfer. Entre la chaleur, elle et tout qui va de travers, cette vidéo s'annonce un peu épique. On commence donc sans plus tarder avec les bandes dessinées. J'ai donc reçu La Fabrique des Rêves tome 2, qui est le tome 2 de La Fabrique des Rêves tome 1, qui est une BD que j'adore. Alors, j'ai déjà lu La Fabrique des Rêves tome 1, je la lis avec mon fils, on se régale. On a commencé La Fabrique des Rêves tome 2, donc c'est en cours. Les dessins sont absolument sublimes. Ça devait être une version dessin animé. Et c'est vrai que j'ai dit à mon fils, mais on dirait des dessins vraiment dans tes dessins animés. Je vous montre ça, bon, je les adore, ils sont absolument sublimes. Et le scénario aussi fait penser un peu à des films animés. Et effectivement, ça devait être un film animé, le projet est tombé à l'eau et finalement, il s'est réincarné sous la forme de BD et c'est vraiment réussi. C'est de la jeunesse, mais c'est pas simpliste. Il y a un vrai scénario, il y a toute une galerie de personnages, c'est rythmé. C'est une série que je vous recommande chaudement, c'est vraiment génial. Allez-y les yeux fermés. Je vais monter la caméra, non? Là, c'est mieux, non? J'ai ensuite reçu Quand la nuit tombe par Lizou. En fait, c'est une série qui s'appelle Quand la nuit tombe. Le tome 1, c'est Lizou. Le tome 2, c'est Mylène, etc. Donc, on le voit sous le prisme de ce personnage principal. Ici, on a le tome 1 sous le prisme de Lizou. Et donc, c'est le récit de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas des bribes de la Seconde Guerre mondiale, par le prisme de ce personnage principal-là, et dans les tomes suivants de notre personnage. Ici, c'est une enfant, donc on a un prisme un petit peu différent. Je trouve les dessins absolument sublimes. Je ne l'ai pas encore lu parce que je viens tout juste de le recevoir. Septembre 1943, née juive comme des millions d'autres, Lizou et sa grande sœur Mylène, qui fait donc l'objet du tome 2, se cachent avec leur famille dans un chalet à 12 km de Grenoble, mais la guerre les rattrape et les sépare. Au cours des grandes rafles de 1944, Mylène est arrêtée par les nazis. La petite Lizou leur échappe. Ce récit est son histoire. Je sais pas si c'est une histoire vraie. Je serais pas étonnée que oui. Oui, cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. Tout à fait. Les dessins sont d'une poésie sans nom. J'adore les dessins. C'est trop beau. Bien sûr, je vous montre ça en gros plan, mais waouh! Non mais, s'il vous plaît, quoi. Mais Avan! Arrête! J'adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a plusieurs sujets comme ça de prédilection, entre guillemets, que j'ai, qui m'intéressent particulièrement parce que je trouve que c'est... En fait, je me demande comment ça a pu exister. Voilà, quand on regarde les images aujourd'hui et qu'on se dit qu'en plus c'était pas si loin, je me dis mais quelle folie, mais comment c'est possible? Et pourtant, ça existe encore hein, dans d'autres pays. Voilà, l'actualité le prouve chaque jour. Mais donc c'est quand même une histoire que nos grands-parents ont vécue, nos arrière-grands-parents, etc. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup me plonger bizarrement dedans pour me rendre compte de la chance que j'ai aujourd'hui de vivre ce que je vis. Voilà, de vivre une vie normale, on va dire. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je me jette toujours sur ce genre de récit. On verra ce qu'on en dit pour celui-là, mais vraiment déjà, rien que les images, il me tarde de plonger dedans. Même si je sais que ça va pas être drôle. On continue avec Le Roi des Fauves. J'ai toujours l'impression qu'il faut dire des faunes. Non, Le Roi des Fauves. Donc d'après le roman d'Aurélie Wellenstein, je sais pas si on dit Wellenstein ou Wellenstein. En tout cas, j'ai vu ce roman passer depuis des années et j'en ai entendu que des éloges. Et quand j'ai vu qu'il était adapté en bande dessinée, je me suis dit, je veux découvrir. Parce qu'il me semble que c'est quand même quelque chose, une histoire un peu sombre. Et moi, qui suis plus un être de lumière que de ténèbres, me plonger dans un roman long qui est quand même très sombre, c'est pas toujours mon premier choix. Et donc, je ne me suis jamais plongée dans le roman et je crains que je ne m'y plongerai jamais. Là, c'était vraiment l'occasion de découvrir cette histoire parce que je suis quand même très intriguée du fait que beaucoup de gens ont adoré. Alors on nous dit, Ivar, Oswald et Kaya sont amis depuis toujours. Alors que leur village meurt de faim et que le père d'Ivar tombe malade, ils décident d'aller braconner sur les terres du Jarl, J-A-R-L, mais sont pris sur le fait par son fils. Accompagné de son maître d'armes, la rencontre tourne au drame et voilà notre trio devenu hors la loi.
Pour les 3 amis, c'est le début d'un long voyage au bout d'eux-mêmes. Et je peux voir ici qu'il y a un tome 2 apparaître. Donc je ne sais pas combien de tomes sont prévus, au moins 2, ça c'est sûr du coup. Je vous montre à nouveau les planches et on verra ce que ça donne. J'ai ensuite reçu Mousquetaires Fantastiques, le tome 1, La Fontaine du Fabuliste. Bon, moi, dès qu'il s'agit de trucs comme ça, de mousquetaires, de dessins que j'adore, je sais pas si c'est pas une touche fantastique quand même, parce que ça a bien l'air, en tout cas, moi, ça m'a fait penser. J'ai trop hâte de lire ça. Je l'ai vu en librairie. Tout de suite, j'ai su qu'il fallait que je le lise. Et on nous dit donc Versailles, XVIIe siècle, dans les souterrains du château, la compagnie des mousquetaires fantastiques veille. C'est là où je dis ça a l'air fantastique parce que mousquetaires fantastiques, mais fantastique dans le sens magique. Dirigée par Savinien, le baron masqué, elle regroupe le meilleur des mousquetaires. Arquebusiers d'élite, experts en dissimulation, espions stratèges ou scientifiques brillants, ils conjuguent leurs talents pour protéger Louis XIV et son royaume de toutes les menaces. Donc je ne sais pas s'il y a un côté fantastique parce que mousquetaires fantastiques, et là, ça fait un peu magie là, avec cette lumière bleue, ou si pas du tout. Mais dans les 2 cas, si c'est fantastique, j'adore. Si ça ne l'est pas, ça se passe à Versailles, Louis XIV, tout ça, la cour. J'aime trop les récits qui se passent dans ce cadre-là, donc je vais me régaler, c'est sûr, sûr, sûr. J'ai reçu et lu une histoire populaire du football. Je me suis régalée. J'adore en fait tous les récits qui sont l'histoire de vrai, de comment ça s'est passé, etc. J'avais lu le Ladies Football Club déjà, qui est un tout petit roman, qui est d'ailleurs écrit d'une façon très originale. Je vous le montre à l'écran. Je vous en avais parlé dans un très lointain vlog. J'avais adoré ça. Ça parlait des femmes qui avaient inventé le football féminin. Inventé le football féminin en tout cas. À partir d'une usine de munitions pendant que les hommes étaient partis à la guerre. Bref, j'avais adoré. Donc ici, on va avoir plein de chapitres sur différents personnages qui ont marqué l'histoire du football, des débuts à aujourd'hui, sur plusieurs continents. C'est vraiment, je me suis régalée. Il n'y a pas besoin d'aimer le foot pour aimer ça. J'aime pas spécialement le foot, mais par contre, j'aime savoir comment les histoires ont démarré, comment les choses ont commencé, comment une petite chose, une petite balle est devenue un sport planétaire. Bref, j'aime trop ce genre d'histoire. Et ici, vous pouvez l'offrir autant à un passionné de foot que le lire pour vous-même. Moi, je me suis régalée, donc je vous le recommande aussi. J'ai reçu ensuite l'incroyable histoire de la géographie et l'incroyable histoire de la mythologie nordique. Vous connaissez très certainement ces livres-là parce que je vous en ai montré une flopée précédemment dans mes précédentes vidéos, si vous avez regardé les précédentes vidéos. J'adore cette série de livres. Il y a plein de thèmes différents, je ne les ai pas tous et pourtant j'en ai déjà quand même pas mal. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts et c'est très très dense. Bon, déjà, on voit la taille des BD, hein, voilà, premièrement. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de textes. C'est vraiment des BD très adultes. Hein. C'est clairement pas à mettre dans les mains d'un enfant, à moins qu'il soit très bon lecteur et qu'il se lasse pas très vite. Mais vraiment, même moi, je mets plusieurs semaines à les lire. Je picore, je lis un chapitre, 2, 3. Et c'est à chaque fois, pareil, des petits chapitres où on avance dans l'histoire petit à petit. On part toujours plus ou moins de la préhistoire, voire avant, suivant les thèmes abordés. Et on avance, et on avance, et on avance. Jusqu'à aujourd'hui, on rencontre tous les personnages qui ont fait ici la mythologie nordique et la géographie, et dans les autres tomes sur d'autres sujets, les autres sujets. Et c'est vraiment super riche. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on me donne ça à l'école pour apprendre la géo que de me planter devant une carte et de me faire réciter, je sais pas moi, la taille de la France de long en large. Est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Je ne sais pas. Par contre, là, on se plonge vraiment dans les découvertes de la géographie, de la cartographie. Bon, pareil ici sur l'autre thème donc de la mythologie nordique. Et c'est comme ça pour tous les thèmes. Je vous recommande très, très, très chaudement ces éditions-là, ces bandes dessinées qui sont publiées chez Les Arènes BD. Vous les retrouvez dans n'importe quelle librairie. Hein. Je ne savais pas moi au début que Les Arènes faisaient des BD, en fait j'avais jamais vu. Et en fait en regardant de plus près dans les rayons, je me suis dit mais c'est Les Arènes qui fait ça, mais ça aussi. Je suis très fan, j'adore le format aussi, il est souple et il a, vous voyez, un format qui n'est pas à poche mais qui n'est pas gigantesque. Je trouve ça trop bien. Et d'ailleurs toute la série ont plus ou moins les mêmes dessins, le même style de dessin. Donc j'ai pas regardé les auteurs à chaque fois, mais tiens, mais c'est impossible que ce soit le même. Ah ben là, il y a 2 fois Philippe Bercovici. Non mais c'est impossible que tous les ouvrages soient le même parce qu'il y en a une tonne et ils sont tellement gros. Même moi, je mets des semaines à le lire. Donc comment lui, il a pu l'écrire, voyez, très vite. En tout cas, c'est génial. Je vous recommande s'il y a des sujets que vous avez envie de connaître un petit peu mieux sans vous farcir des essais de 400 pages remplis de textes, sans images. J'adore ce format, vraiment.
Allez-y les yeux fermés, encore une fois. Je crois que je vais mettre un ventilateur parce que je vais pas tenir. La clim, elle va faire trop de bruit. Elle est juste à côté du micro. Elle est là. Je vais mettre un ventilateur là parce que vraiment, je ne vais pas tenir. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que tout a bougé. Je pense que c'est ma montre qui a dû faire un zoom à un moment. Bref, je sais pas. En tout cas, je suis toute perturbée avec cette vidéo. Déjà, ça fait une plombe que j'ai pas fait de vidéo. Maintenant, j'ai le bruit du ventilateur. Faut que je me dépêche parce que mon mari et mon fils vont bientôt rentrer du golf. Et l'angle, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enfin bref. Ah, un petit chiot qui se pose. Fais dodo, Havane mon chiot. Laisse-moi faire ma vidéo. Si vous pouviez la voir. Elle me regarde avec ses yeux d'amour. Enfin bref. Est-ce que je suis en train de voir un pince-oreille sur le rideau à côté de ma chienne? Oui, la réponse est oui. Putain, mais cette vidéo, elle est maudite. Berk de berk. Berk de berk. Viens là. Tout est sous contrôle. J'ai peur de petits insectes, hein, ça n'a aucun sens. Bon, enfin bref. Bon, allez, Angeline, tu vas y arriver. C'est pas ta première vidéo, hein? Tu vas y arriver. Suite, mais pas fin. J'ai reçu Eclepsis, le tome 1. Je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup ces formats BD là qui sont un peu comme ceux que je vous ai montré juste avant. Il est encore un peu plus petit celui-là peut-être. Qui sont souples là et pas très grands. C'est super pratique pour ranger dans la bibliothèque aussi, c'est bien pratique. Parce que les énormes BD qui ne rentrent pas entre les étagères, on connaît. Bon, on voit à la couverture déjà, on voit un petit peu le thème du machin. Et on nous dit cette fois, au cœur de l'immense forêt de Gouès, Basile grandit en suivant l'apprentissage des sorcières. Né fille, il rêve de pouvoir vivre pleinement en tant que garçon, sans devoir pour autant renoncer à la magie que seules les femmes peuvent pratiquer dans cette partie reculée du monde. Basile décide alors de tout quitter pour se rendre sur l'île d'Eclepsis, métropole prospère où vit une autre caste de magiciennes, les occultistes. En tentant d'intégrer leur prestigieuse académie de magie, il fait la connaissance d'Albin et Madeleine avec qui il partagera ses rêves, ses doutes et ses secrets. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a Albin, qui est donc un garçon. On nous dit caste de magicien.ne.s, donc magicien, magicienne. Mais on nous a pas dit qu'il y avait que les filles qui avaient des pouvoirs. Seules les femmes peuvent pratiquer dans cette partie reculée du monde. Donc il y a d'autres femmes devenues garçons. Bon, j'en sais rien. En tout cas, on verra ça. J'adore Bon, moi, dès que c'est magie, machin, j'ai vu ça, j'ai dit hop, 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 hop. C'est pour moi. J'ai ensuite reçu Orgueil et Préjugés d'après l'œuvre de Jane Austen, bien entendu, une adaptation donc BD que j'ai lue, donc pip, point lecture. Je vous refais pas l'histoire, c'est Orgueil et Préjugés, c'est presque vieux comme le monde. L'adaptation graphique, moi, n'a pas été malheureusement ma préférée. Elle est très bien faite, hein, il n'y a pas de doute à ce sujet. Je pense que c'est juste, enfin c'est pas je pense, c'est juste les dessins qui sont très beaux, très bien faits, mais pour moi, pour ma propre sensibilité, ils étaient peut-être un chouille trop austères. Je vous montre ça. Du coup, c'est vrai que, bon, ça n'a pas été, voilà. Pour les dessins, c'est pas mes préférés. Encore une fois, hein, c'est de très beaux dessins. Mais il y avait vraiment au fil des pages ce côté un peu austère des personnages. Je sais pas, c'est un ressenti très personnel. Donc là, vraiment, n'écoutez pas ce que je dis pour vous la procurer ou non, parce que vraiment, c'est mon avis. Je vous montre de toute façon les planches. Et comme ça, vous verrez si vous, c'est le genre de planche que vous aimez ou pas. Par contre, pour tout ce qui est adaptation, nickel. Vraiment, il y a des adaptations, des fois, on trouve que ça va un peu vite en besogne. Là, on voit que c'est une BD bien paginée. Donc, ça prend quand même son temps. C'est une BD qui suit vraiment le rythme du roman initial. C'est pas rushé. Donc, pour ça, c'était très cool. Mon petit bémol, moi, c'était juste ma petite préférence stylistique, artistique. Ben voilà. Ensuite, j'ai lu Eden Glitter, le tome 1, le demi-monde. Et on nous dit, au cœur de Londres, à la fin du 19e siècle, Eden Glitter mène un combat acharné contre la cruauté animale sous toutes ses formes. Eden Glitter aime les animaux. Elle les aime tellement qu'ils envahissent chaque centimètre carré de son espace vital. Ce jour-là, alors qu'elle recueille un malheureux bulldog blessé repêché dans la Tamise, elle est loin de se douter que sa générosité va l'entraîner dans une aventure mouvementée et risquée. En tentant de lutter contre l'organisation de combat d'animaux, Eden s'attaque à l'un des gangs les plus redoutables de Londres. Mené d'une main de fer par le sinistre Flynn Elwood. De son côté, son époux Garrett, qui est officier de police, enquête sur l'enlèvement d'un enfant pas tout à fait comme les autres.
Le soir au dîner, Eden et Gareth se rendent compte que les deux affaires dont ils s'occupent pourraient bien avoir un lien. Et le deuxième tome apparaître, Le Monde à l'envers. Il s'appellera Le Monde à l'envers. J'allais dire apparaîtra à... Non, je ne sais pas. Il s'appellera Le Monde à l'envers. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les dessins là pour le coup, ils étaient super dynamiques. Il y a des créatures un peu étranges qui sont pas tout à fait des humains et à la fois si, vous savez comme dans les cirques là avec des exhibitions là, à l'ancienne. Le rythme de l'histoire, j'ai adoré les planches, elles sont trop belles. C'est original, la personnalité de l'héroïne l'est tout autant. Et donc ouais, je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Viens montrer ta boubouille, ta boubouille. Oui, boubouille, oui, boubouille, boubouille, mon amour, mon amour, oui, mon amour, oui. J'ai ensuite reçu Maléfice, le tome 1, Les Contes d'Alombrard. C'est une petite beauté, vraiment, là on change complètement de style de dessin, mais c'est aussi super beau dans son genre. C'est très poétique, j'aime beaucoup. On voit tous les coups de crayon là, j'aime trop. Ici donc, ça va parler de quoi ? En l'absence de ses frères, c'est Michel, princesse de Brumeval, grimée en garçon, qu'on envoie épouser la princesse Gorgona. Ce mariage doit assurer la paix entre humains et démons. J'aime trop les histoires avec des créatures surnaturellement. Mais les deux jeunes filles préfèrent façonner leur destin elles-mêmes et entament un voyage à travers leurs deux royaumes. Avec la complicité d'un renard très fidèle, qui me fait penser à ma petite saucisse là, elle a une tête de renard, Michel et Gorgona vont montrer de quoi elles sont vraiment capables. Donc bon, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'histoire, par contre, on sait qu'on va être dans un univers avec humains, démons, renard haut sur pattes. Maintenant que j'ai un teckel, je vois tout haut sur pattes. J'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette BD. De toute façon, je vais dire ça à chaque fois puisque tout ce qui se trouve sur ce chariot, c'est des choses que j'ai très hâte de lire. Sinon, ça ne se trouverait pas sur ce chariot puisque désormais, je ne reçois que et exclusivement que ce que j'ai très envie de lire et que je suis très certaine de lire dans le courant de ma vie. Parce que la bibliothèque commence à avoir une taille où je ne sais pas si je vais réussir à lire tous mes livres dans le courant de ma vie. J'ai donc très hâte de me plonger dans celui-là et je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu ensuite les racontages de Monsieur Perrault, le tome 3. Ici c'est printemps, il nous manque donc plus que printemps-été. On a commencé à quoi? Automne. On a commencé en automne, on a eu hiver, là on a printemps, il nous manque donc été. C'est vraiment des mini histoires. Les histoires font 1 page, 2 pages, c'est ça, hein, pas plus. Hein. Je crois qu'il n'y a pas plus que 2 pages, 3 pages des fois. Les dessins sont à croquer. Donc là, c'est vraiment voilà, des petites scénettes à chaque fois, séparées les unes des autres. C'est le petit bonbon entre deux lectures. C'est mignon tout plein. J'adore que ça suive les saisons. J'adore les dessins. J'adore que ce soit des personnages de contes. Je suis très hypée contes en ce moment. En ce moment, c'est d'ailleurs beaucoup ce que je lis, des réécritures de contes, etc. Pas que, bien sûr, mais dernièrement, c'est ce que j'ai lu, par exemple. Comment tu veux résister à ça? C'est trop mignon. Ensuite, j'ai reçu et lu Robespierre, le Sphinx mélancolique. C'est une belle et grande, pour le coup, BD, vous savez, celle qu'on n'arrive pas à rentrer dans les étagères de la bibliothèque. Bon, elles sont très belles, hein, donc c'est toujours ça de prix. Mais c'est pas pratique, mais c'est très beau. Alors, par contre, donc c'est une des choses que j'adore. Je parlais de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure. La Révolution française, c'est une des périodes que j'adore lire également, parce que j'aime à nouveau comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mouvements, derrière les pensées, etc. Par contre, c'est pas très accessible. C'est-à-dire que si vous connaissez pas la Révolution française, et moi je ne la connais pas dans les détails, je suis justement en train de beaucoup lire de choses dessus pour un petit peu m'éduquer à ce sujet, c'est pas très accessible dans le sens où il faut connaître un petit peu déjà le personnage pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, il faut connaître l'histoire de ce qui s'est passé et l'histoire de ce qui s'est passé en rapport avec ce personnage. C'est-à-dire qu'est-ce que lui, il a fait sur les grandes lignes. Parce qu'en fait, on ne vous raconte pas ce qu'il a fait dans les grandes lignes dans cet ouvrage-là. On va prendre un petit peu comme des morceaux de son cheminement, de son histoire, et on va vous les montrer sous forme de scènes. Bien sûr, dans un ordre logique, bien sûr, on comprend ce qui se passe, mais il y a quand même beaucoup de scènes où il va faire des discours. Je suppose que c'est des discours un tant soit peu célèbres pour qu'ils soient dans cet ouvrage, je suppose. Mais du coup, c'est quand même très pointu. Ok, c'est vraiment, on va un peu dans le détail des choses. Et des fois, moi, je ne savais pas trop de quoi on parlait. C'est-à-dire qu'il faisait des discours sur quelque chose, sans qu'on ait vu la scène avant de c'est quoi ce quelque chose. Et juste, si on connaît l'histoire de la Révolution dans les détails, je suppose qu'on comprend bien. Bon, moi, je ne la connais pas dans les détails encore. Et du coup, j'ai clairement raté des choses. Donc, c'est un ouvrage que je relirai
plus tard, une fois que je connaîtrai mieux cette période de l'histoire, pour l'apprécier à sa juste valeur, parce que là, je pense que j'ai raté une partie de son potentiel. J'ai ensuite lu Jacques Cartier à la poursuite d'Hochelaga, qui est une BD que j'ai achetée, celle-ci. Et là, on nous parle de Jacques Cartier parce que, Québec, voilà. C'est l'histoire du Québec tel qu'on le connaît, la fondation finalement du Québec, de comment tout ça a commencé il y a 400 ans, par de la colonisation. Évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc c'est l'histoire de Jacques Cartier. D'ailleurs dans cette collection, il y a d'autres biographies comme ça. Bon, j'en connais pas la moitié, je vous le dis. Par contre, Jacques Cartier, il fallait que je le lise, évidemment. On nous dit donc 1534, le Malouin Jacques... C'est quoi un Malouin? En plus il y a un S à la fin. Malouins. Je sais pas ce que c'est. Le Malouin. Truc. Jacques Cartier entame une traversée de l'Atlantique au nom du roi de France. Le début d'une grande épopée qui va à jamais changer l'histoire du nord des Amériques, qui porteront désormais le nom de Canada. Voilà. Canada qui vient du mot Kanata, qui est un mot autochtone, qui veut dire le village. Et donc c'est dans la collection Explora. J'ai beaucoup aimé, franchement c'est très bien fait. Là pour le coup, il n'y a pas besoin de beaucoup connaître l'histoire pour bien suivre ce qui se passe. On vous l'explique l'histoire. Contrairement un petit peu à ce cher Robespierre, voilà. Donc celui-là, si vous voulez connaître l'histoire du Canada, et donc du Québec, vous pouvez foncer sur celui-là les yeux fermés. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Il était une fois l'Amérique, une histoire de la littérature américaine. Ici, c'est le XXe siècle. J'ai déjà présenté et lu le tome 1, qui était donc une histoire de la littérature américaine du 19e siècle. J'adorais, on voit tous les grands auteurs du 19e siècle, auteurs américains qui ont marqué l'histoire. Et ici, on passe du coup sur les auteurs du 20e siècle. C'est trop chouette, c'est un petit peu dans le même style que... l'incroyable histoire de... Donc voilà, c'est ces grosses BD bien paginées que j'adore, qui vous font découvrir des choses réelles, mais sous forme BD là. C'est très bien en documentaire télé. J'aime beaucoup moins en essai de 400 pages. Voilà. Par contre, le format BD, c'est mon préf de préf pour ce genre de choses. Donc là, je sais que je vais adorer parce que le premier tome, j'ai adoré. Et celui-là, du coup, ce n'est que la continuité. Donc, si vous aimez la littérature américaine ou que vous voulez en savoir plus sur les auteurs de la littérature américaine, chaque chapitre est un auteur, c'est génial. Et encore une fois, c'est des arènes BD. J'ai ensuite reçu et lu Le Père Lachaise, légende, célébrité et sépulture insolite. Alors, quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit impossible que je ne lise pas ça. J'avais trop envie parce que le cimetière du Père Lachaise, ça a toute cette aura un peu mystérieuse. C'est à la fois très connu et très lointain pour des gens comme moi qui ne peuvent pas aller le visiter ou autre. C'est immense et il y a plein d'histoires et de légendes et de trucs autour de ça. Donc j'avais très envie de m'y plonger. Et là, on va être à nouveau, chapitre par chapitre, plongé dans l'histoire d'une personne qui est enterrée là-bas. Des personnes relativement célèbres. Par contre, il y en avait que je ne connaissais pas du tout. Et j'en suis même venue à me demander est-ce qu'elles ont vraiment été célèbres. Ça peut être voilà, des artistes, des peintres, des whatever qui. C'était très chouette et ça nous est raconté par un chat noir qui en fait connaît tous les lieux puisqu'il dort sur toutes les sépultures. Et il va un petit peu du coup nous donner des anecdotes sur chacun, sur les petits recoins, sur les petits trucs qu'il a vu passer dans le cimetière. Donc ça c'était très très cool. Et moi, j'ai presque regretté qu'il n'y ait pas une histoire entière qui se passe dans le cimetière et que en fait on profite de cette histoire pour au détour d'une allée nous dire des choses sur les uns et les autres. Là, le parti pris de cet ouvrage, ça a été plus de dire ok, on fait chaque chapitre sur une personnalité. Finalement, on parle plus de la vie de cette personnalité que du cimetière du Père Lachaise en lui-même. Bien sûr, on nous en parle, bien sûr, on a un aperçu, bien sûr, on a des anecdotes sur certaines sépultures justement de ces personnes-là. Mais bon, c'est pas une histoire du cimetière ou voilà, c'est une histoire de certaines personnes qui sont dans le cimetière. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on tende un peu plus de l'autre côté, mais n'empêche que c'était très chouette de se promener dans les allées un petit peu et de découvrir des personnalités que je ne connaissais pas. Donc une très bonne lecture ma foi, j'ai trouvé ce dessin absolument sublime, je vous le recommande. Je m'enrhume avec ce ventilateur, il ne manquerait plus que ça, tiens donc. Ensuite reçu, et lui aussi, Eurydice, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau, c'était très chouette, c'était vite lu quand même malgré la pagination. Je vous lis le résumé. Orphée est un jeune chanteur au talent quasi divin, idéaliste et révolté, mais sa rencontre avec une mystérieuse
étrangère nommée Eurydice va bouleverser ses priorités. Par amour pour elle, il sera prêt à tout, y compris descendre la chercher au royaume des morts. Réécriture du mythe grec d'Orphée et Eurydice, ce récit intemporel se déroule dans une cité de papier au milieu du désert, où l'on dit que vivent les divinités. Pourtant, derrière leurs masques, Dieu et Muse révèlent leurs failles terriblement humaines. Alors par contre, je l'ai lu, mais ça fait au moins 2 mois, je pense. Du coup, j'ai pas un souvenir très frais. Je me rappelle plutôt des... quand je regarde les images, ça me rappelle un petit peu l'histoire. Ça m'embête de ne pas en avoir un souvenir plus frais pour vous en parler un peu mieux. Je me rappelle que je l'avais bien aimé. Ça n'a pas été mon coup de cœur absolu. Par contre, les dessins sont sublimes. Il faudrait vraiment que j'écrive, quand je lis les choses, ce que j'en ai pensé pour avoir un petit snapshot. D'ailleurs, à ce propos, parce que j'aime pas écrire à la main dans un carnet, j'ai trop la flemme. Les notes vocales... il faudrait que je m'organise pour les mettre quelque part. Et du coup, vous savez, j'ai une idée d'application, parce que vous savez ou pas que je développe des applications mobiles, en dehors complètement du monde du livre. Et alors, j'ai pensé à une application que j'aimerais vraiment développer, mais j'ai pas le temps. En fait, j'aurais aimé une application où à chaque fois qu'on finit un chapitre d'un livre, on peut écrire sur son téléphone ou dicter ce qu'on a pensé de ce chapitre. Ce qui fait qu'à la fin, on peut relire ce qu'on a pensé un peu de chaque chapitre, ça peut être 2-3 phrases à chaque fois, mais au moins on a un petit peu la ligne rouge, et si on veut, à la fin, au dernier chapitre, on fait un résumé global de ce qu'on a pensé du livre. Et en fait, ces chapitres pourraient être vus par d'autres gens qui sont en train de lire le livre en même temps que vous. Ils pourraient lire les avis de tous les gens qui ont lu ce chapitre en même temps que lui. Et il ne verrait pas les autres chapitres pour pas être spoilé. Il verrait que là où il en est. Il pourrait marquer j'en suis au chapitre temps, et il verrait tout ce que les gens ont pensé des chapitres précédents et jusqu'à ce chapitre, mais pas les chapitres suivants dans le livre. On pourrait également voir d'ailleurs tous les gens qui sont en live en train de lire le même livre que nous au même moment. On pourrait d'ailleurs calculer aussi depuis combien de temps on a commencé le livre, parce que moi je suis toujours très curieuse de combien de temps je mets pour lire un livre, parce que je suis une lanterne, et des fois je vais lire un livre pendant 2 semaines, mais je sais pas au final combien d'heures j'ai passé à le lire, et du coup j'ai du mal à estimer quand je prends un livre, ok, j'en ai pour combien de temps, j'en ai pour combien de soirs, si je lis 1 heure par soir, voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire cette application, mais je n'ai pas le temps, et bon, voilà, je lance l'idée comme ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, et si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. J'ai ensuite reçu le tome 2 d'À l'école des lettres. Bon, ça, je suppose que vous l'avez vu passer. Le tome 1 est au même format, etc. Le principe, c'est que les auteurs de la littérature française qu'on connaît, ils se retrouvent tous enfants, mais ils ont plus ou moins des têtes d'adultes, mais ils sont enfants, dans une classe. Et donc, c'est la débandade, bien sûr, puisque chacun a sa personnalité, qu'on reconnaît, etc. Et on a à chaque fois des scénettes suivies de la biographie de la personne en question, de l'auteur-autrice en question. C'est très très chouette. Si vous aimez la littérature française, évidemment, vous allez vous régaler avec ça, parce que c'est bourré de petites anecdotes / traits de personnalité. Et du coup, on les voit faire des choses dans la vraie vie, vraie fausse vie, bref, la vie à l'intérieur de ce livre, comme s'ils s'étaient retrouvés tous dans la même classe quand ils étaient enfants. Le concept est super chouette. Le livre, j'adore ces petits formats là. À nouveau, les petits formats BD. Oui, on a compris, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre évidemment comme toujours l'intérieur. Je ne l'ai pas encore lu le tome 2. Dans le premier tome, on a les petites biographies là, de chacun. Et là, je vois que comme c'est les mêmes personnages, sauf erreur de ma part, mais comme c'est les mêmes personnages et qu'on a déjà eu les biographies, ben là on a d'autres choses en fait. On a toujours les petites scénettes suivies de petites pages d'explications là. Et là par exemple on a objectif science-fiction, viser la lune, Jules Verne, ça lui fait pas peur, machin. Donc là on voit un petit peu plus ce qu'ils ont fait visiblement. Là on voit par exemple quelques anecdotes terrifiantes. Il existe vraiment une photo de George Sand portant une perruque de Molière. Voilà. En parlant de Maupassant, en 1868, à Étretat, le jeune Guy voulut sauver de la noyade un poète anglais, Algernon Swinburne. Pour le remercier, ce dernier invité à dîner. Bon voilà, là on a des anecdotes. Voilà, on a des choses qui sortent un peu de la biographie au sens plus littéral. Et c'est trop cool. J'ai vraiment trop hâte de lire ça. Je vois qu'il y a un test à la fin. Là, il y a un test. J'adorais faire les tests comme ça dans les magazines quand j'étais enfant. Vous aussi? Là, il y a 7 différences, mini-jeux. Bref, c'est fun. J'ai vraiment hâte de le faire, celui-là. Est-ce que je vous le recommande? Of course, yes! Ensuite, reçu et lu. Globe-trotteuse.
me suis régalée. Le tour du monde de Nelly Bly et Elisabeth Bisland, c'était trop bien. La BD est sublime, soit dit en passant, là, il y a des embossages, embossures, embossement. Bon, ça en relief. Je me suis régalée et en fait c'est une journaliste, reporter, qui veut faire le tour du monde en moins de 80 jours, pour le fameux tour du monde en 80 jours là. Et du coup elle va faire beaucoup parler d'elle et tout. Et il y a un journal concurrent qui veut lui couper l'herbe sur pied et qui dit « Ah, c'est une super idée, mais nous on va le faire avant elle. » Et donc ils envoient leur journaliste à elle qui n'a pas du tout envie de le faire et qui se retrouve finalement à être en compétition avec la première. Elles sont toutes les deux sur des itinéraires différents. Au début, la première ne sait même pas qu'il y en a une deuxième qui en fait lui fait la course en arrière. Donc il y a vraiment un peu tout ce stress. Et puis c'est à l'époque où il fallait envoyer des lettres pour savoir, pour se faire passer les infos ou les télégrammes ou les trucs comme ça. Donc c'était très long. Elle devait arriver à des points précis pour même pas pour téléphoner, là, pour envoyer des télégrammes et compagnie, à leur journal pour leur dire ok on en est là, etc. Le journal publiait ça en vrai dans le journal. Et si je dis pas de bêtises, ça s'est passé pour de vrai. Parce qu'on a à l'intérieur 3 livres de poche pour en savoir plus sur Nelly Bly. Aux éditions Point, ce coup-ci. Oui, effectivement, c'est vraiment une histoire vraie. On voit là des petites recos. On a Nelly Bly, le tour du monde en 72 jours, je vous mets ça en plus grand aux éditions Point. Et Nelly Bly, 10 jours dans un asile, aussi aux éditions Point. Puisque oui, au tout début de ce livre, elle nous dit qu'en fait, elle sort d'un de ses reportages où elle s'est fait passer pour folle pour être enfermée dans un asile. Et donc ça, du coup, on ne voit pas cette péripétie-là. Mais visiblement, il y a un livre chez Point qui en parle. Et nous, on la suit sur sa prochaine péripétie qui est de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Les dessins ne seront peut-être pas au goût de tout le monde parce que c'est pas des dessins ultra sophistiqués. Et d'ailleurs, c'est beaucoup des dessins de ce genre qu'on va quand même retrouver dans des BD très paginés. C'est des dessins plus sketch, plus rapides à faire, disons, il n'y a pas des détails, etc. Parce que, voilà, par exemple, ça en est l'exemple typique, mais parce que je suppose que sinon pour faire une BD comme ça, il te faut 4 ans, quoi, c'est pas possible. Mais ça n'empêche absolument pas la clarté de l'histoire, le fait de se plonger dans des histoires. Moi, je me rends compte que rarement, quand même, les dessins m'empêchent de me plonger dans une histoire et pourtant, je l'ai BD avec des dessins très différents. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai moins apprécié les dessins d'Orgueil et Préjugés. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de complètement me plonger dedans. Donc, bien sûr, on a des affinités après, chacun avec les dessins des uns et des autres et les styles graphiques des uns et des autres. Mais pour autant, moi, je trouve que le grand point fort des BD, c'est justement de te plonger immédiatement grâce aux dessins et peu importe leur style, ou quasi, sauf exception. Exception. Bref, j'adore me plonger directement dans l'univers grâce aux dessins. Ça n'a pas fait exception. Je me suis absolument régalée avec cette histoire. Je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Vraiment, c'était trop chouette, je vous le recommande. Tu vas dormir sur maman. Tu vas dormir sur maman. Regardez comme elle est longue. Regardez comme elle est longue. Tu es trop longue. Oui, tu es trop longue. Non, pas le micro. Reçu. Folklore, le tome. Alors, c'est pas le tome 1 et 2, mais en tout cas, j'ai reçu 2 tomes et c'est que des tomes compagnons, visiblement. Donc, déjà parus, ce sont ceux-là. Donc, on a en premier, puisque il le classe en premier là, et encore, il le place en premier là et en deuxième là. Donc, à mon avis, ils n'ont vraiment pas d'ordre. Histoire complète en un tome à chaque fois. Donc, c'est vraiment que des tomes compagnons. Allez, tu vas descendre, ma pupuce. Donc, c'est des tomes compagnons. Ici, on a la mécanique des rêves avec ce personnage-là. Et ensuite, on a le renard de roman avec ce personnage-là. J'aime évidemment beaucoup la petite ouverture, la petite clé. Les dorures, trop belles. Les dessins, sublime, c'est super coloré, c'est assez enfantin, bien sûr, c'est de la jeunesse. J'adore les petites BD jeunesse, voilà. Certaines sont un petit peu simplistes en scénario, c'est toujours un peu ce qu'on ne sait pas à l'avance avec la jeunesse, mais bon, en même temps, on juge un scénario simpliste alors qu'on est des adultes, on n'est pas la cible. Donc bon, et ça j'ai trop envie de les lire parce que bon, ça s'appelle Folklore et on voit qu'ils sont habillés dans des affaires très folkloriques et que le style de dessin est aussi un peu folklorique, très coloré, etc. C'est un style de dessin très original que j'avais jamais vraiment vu auparavant.
C'est à la fois chargé et à la fois... Je sais pas comment le décrire, je vous le montre évidemment. C'est trop chouette. Donc je vais juste commencer par le violet, la mécanique des rêves. On nous dit Gayatri est née dans une famille aisée de Jaipura et son futur d'héritière semble tout tracé. Pourtant, lorsque sonne l'heure du folklore, la jeune fille commence son apprentissage de réparatrice d'objets auprès du vieux Piccolo. Entre rêve et obligation, le cœur et l'esprit devront vibrer à l'unisson. Vivre, c'est marcher, mais se sentir vivant, c'est danser. Et alors, je crois que le folklore, parce qu'on me dit le folklore est la clé du champ des possibles. Et j'ai lu les premières pages parce que j'étais trop curieuse. Et je crois que le folklore, c'est une espèce de mission, plus ou moins, que chaque adolescent a à faire pour passer à l'âge adulte. Je crois, hein, si vous, je dis une grosse bêtise. Mais je crois que c'est ça. Je le retrouve pas, mais j'ai pas lu ça à un moment. Mais s'il faut, je vous dis des bêtises. Mais non. Et ici, on nous dit « Alors qu'Asselin savoure une vie de saltimbanque avec ses parents, son folklore le conduit à Babel, chez un grand-père aussi riche que hautain et autoritaire. Un jeune renard-loup peut-il réconcilier les deux facettes de son héritage familial? Avant d'être élégant et léger comme un nuage, le pop-corn a été un vulgaire grain de maïs tout dur. » Mais je crois que c'est ça. Attends, c'est celui-là que j'ai lu en premier alors, non? Ah, mais c'est là. À travers le monde, chaque adolescent doit un jour accomplir son folklore. Matérialisé par l'apparition d'une clé magique, cette coutume signe le début de l'émancipation de l'enfant qui doit partir en voyage pour trouver sa propre voie dans la vie. Bon, mais c'est pas loin de ce que j'ai dit. Le jeune appelé se soumet alors à un rite d'apprentissage au sein de Babel, capitale cosmopolite et cité de tous les possibles afin de déterminer quelle sera sa place parmi les autres. Voilà, ça me tente beaucoup et du coup, il y a 5 tomes à paraître. Je ne sais pas quand sortent les prochains, mais c'est sûr que je veux tous les lire parce que j'ai lu que quelques pages et j'aime trop déjà la dynamique et les dessins. Et bref, j'ai très envie de lire ça. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Petit Dieu. Je vous avais parlé du tome 1 que j'avais adoré. À mon grand désespoir, c'est des BD quand même très très courtes. Pour le coup, vous savez, c'est ces fameuses BD qui font 48 pages, je crois. C'est ça, c'est 2 cahiers de 24 pages ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est des BD qu'on connaît. C'est le même, vous voyez, la même longueur qu'Astérix, là. Donc, moi, j'aime les BD évidemment bien paginées, bien longues. Mais c'est des BD jeunesse, donc souvent elles sont plus courtes, comme les précédentes là que je vous ai montrées. Oh, quoique elles sont un peu plus épaisses. Mais j'avais adoré le tome 1, je vais me replonger dans le tome 2 avec... Non. J'avais adoré le tome 1, je vais me plonger dans le tome 2 avec grand plaisir, mais je crois que je vais relire le tome 1, c'est pas je crois, c'est sûr, parce que c'est plus du tout frais dans ma tête. Je me rappelle juste qu'il y avait ces personnages-là qui se retrouvent finalement... ensemble, bien malgré eux, avec le monde qui s'effrite en morceaux. Je crois qu'il y a comme un dragon blanc qui mange le monde, et puis il y a des morceaux de monde qui s'en vont. Bref, je me rappelle juste vous avoir dit que j'avais adoré à l'époque, mais c'est fou parce que les BD, c'est tellement court, on les lit en tellement peu de temps, là, en 45 minutes, 30 minutes, 1 heure, suivant suivant la pagination, et du coup, en fait, ça reste pas, ça s'imprime pas de manière longue dans la tête. Donc d'un côté, je suis pas tout à fait mécontente de ça parce que ça veut dire que vous avez une bibliothèque de BD, qu'une fois que vous l'avez lu, vous revenez au début, vous vous rappelez pas bien de détails de ce que vous avez lu, et puis vous pouvez relire vos BD une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, suivant s'il y en a une qui vous a vraiment marqué ou pas. Et c'est comme si vous aviez une nouvelle BD. Enfin, moi, ça me fait ça. Dites-moi si vous, ça vous fait ça, parce que sinon j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui n'ai pas de mémoire. Mais du coup, j'aime beaucoup me replonger dans les BD parce que elles sont dans ma bibliothèque. Je sais que je les ai aimées, je me rappelle plus beaucoup. Ça me fait pareil avec les films, soit dit en passant. Mais voilà, donc c'est ce qui se passe avec celle-là. Et du coup, je vais avoir le plaisir de me replonger dedans comme si c'était la première fois, alors que je sais d'avance que je vais adorer. Bien pratique quand même. Ensuite, j'ai reçu Tête de pioche, le tome 3 et le tome 4. Je ne vous lis pas les résumés parce que c'est les tomes 3 et tome 4. J'ai lu le tome 1. Il me manque à lire le tome 2 que j'ai dans ma bibliothèque. Et je vais lire la suite. On va suivre là l'histoire d'une petite fille qui vit dans le bayou, qui parle aux animaux. Elle rend folle sa famille parce qu'elle en fait qu'à sa tête et puis elle va partir à l'aventure alors qu'elle a évidemment pas le droit de partir à l'aventure. Et il va y arriver toutes sortes de péripéties. C'est super, voilà, c'est très joyeux. J'aime beaucoup. Et avec les animaux qui parlent, etc. C'est un peu le rêve d'enfant de pouvoir parler aux animaux. Donc, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ici, on voit Télérama qui dit un moment de lecture réjouissant. Oui, voilà, c'est ça. C'est réjouissant parce qu'elle est... voyez, cette personnalité-là, elle est complètement folle dingue, quoi. Et puis, elle saute partout et puis il pourrait y arriver... 1001 bricoles et finalement elle passe toujours entre les mailles du filet sans trop s'en apercevoir, vous voyez le genre de truc. Bref, c'est très très chouette pour les enfants et pour les plus grands. J'ai ensuite reçu le tome 2 de La Marche Brume. Je vous avais parlé du premier tome puisque je l'ai lu. Et alors, à nouveau, je me rappelle de l'ambiance, mais je me rappelle plus des détails de l'histoire. Je me rappelle que c'est une ogresse
qui est recueillie par un clan de sorcières. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans le premier tome? Bon, au moins je me rappelle que j'avais adoré, ce qui est déjà très bien. Oh, je me rappelle plus. Mais je crois que je peux lire le résumé parce que je crois que ça spoile pas. Si ça spoil, je le couperai. Par la barbe de Lilith, les Brouches n'ont pas encore les fesses sorties des orties. D'abord, il y a les sorcières restées au village qui doivent affronter de nouvelles menaces venues de la brume. Enfin, heureusement que Zelda est restée avec elles. Celle-là, c'est une sacrée combinarde. Quant aux courageuses volontaires parties affronter tous les dangers, les voilà aux prises avec le monde des Omis qu'elles voulaient justement à tout prix éviter. La brume est certes une patte pelue, mais les hommes ont aussi leur part d'ombre, et Grisette le sait bien. La petite troupe retrouvera-t-elle un jour Tempérance, qui de son côté s'enfonce toujours plus profondément dans la brouillasse. La marche brume se rapproche de son but, donc Tempérance c'est notre ogresse là, personnage principal. La marche brume se rapproche de son but sans se préoccuper des songes milices tapis dans la forêt. Il y a pourtant des monstres qu'il vaut mieux éviter de réveiller. Ouais, donc ça nous spoile pas, c'est très bien, et ça nous met un petit peu dans le contexte. Donc, mais qu'est-ce qui se passait? Ah, je me rappelle même plus d'où venait la brume et quel était le plot du... Mais c'est très bien, je vais pouvoir le relire. Je sais vraiment pas si c'est une malédiction ou une bénédiction, cette mémoire sélective sur les bandes dessinées qui sont quand même, voilà, encore une fois, courtes à lire et donc qui s'impriment pas très fort dans mon esprit très longtemps. Parce que du coup, ça veut dire que je vais avoir la joie de relire le tome 1 et je vous en reparle avec le tome 2. Mais si j'arrive, du coup, il faut que je le fasse pas trop longtemps après. N'est-ce pas, Angeline? Je crois que je vais me prendre des notes audio. Je vais vraiment faire ça. Ensuite, j'ai reçu et lu Manouche Manouche, qui nous parle d'une personne en 1984, donc dans les années 80, qui nous parle de Antoine qui a 18 ans, qui passe l'été dans sa campagne, qui nous parle d'une personne, je viens de capter ce que j'ai dit il y a 10 secondes, qui passe l'été à la campagne chez sa tante Lina. Entre chaleur et solitude, il cherche à s'évader dans ses rêves. S'installent alors des gens du voyage aux abords du village. Fasciné par ce qu'on appelle les tziganes, Antoine est attiré par un jeune manouche aux cheveux de jet et au regard sombre. Avec cette première incursion dans l'autofiction, Johan G. Louis signe un roman graphique aux aquarelles douces et lumineuses marqué au coin de la nostalgie des années 80. C'est vrai que j'aime bien moi les BD où, ouais, bon, voilà, déjà j'aime bien ce genre de dessin là. Je trouve que c'est très, très sympa et c'est souvent des dessins qu'on va retrouver dans des BD. Bon là c'est plus ou moins autobiographique visiblement, mais dans des BD de contemporaines. Oui, qui racontent des tranches de vie. Souvent, il y a ce genre de dessin et de mise en page. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ou si c'est le hasard, ou si je tombe que sur ça, mais j'aime beaucoup. Bon, celle-là, ça n'a pas été ma préf. C'était très chouette, voilà. Mais ça ne m'a pas particulièrement happée. Voilà. Je ne saurais pas dire pourquoi spécialement. Je trouve que on reste... En fait, j'allais dire, on reste un peu sur sa fin, parce qu'après les vacances se terminent et machin. Mais tu vas me dire, c'est de l'autofiction, ben, ça s'est passé comme ça s'est passé. Si c'est une vraie histoire, ben, tu vas pas tout changer. Bon, voilà. Et il y a ça, et voilà, j'ai pas été complètement fan des personnages. Enfin, il y a un petit twist qui est sympa et on se dit ah ok, on comprend mieux pourquoi certains personnages ont certaines réactions, mais bon, voilà, j'ai pas été fan des personnalités forcément des uns et des autres. Et les années 80, je me rends compte que c'est pas une période que j'aime particulièrement. Bon, moi je suis une fille des années 90 déjà, donc les années 80 j'ai pas connu, donc j'ai pas cette affinité avec les années 80 que je peux avoir avec les années 90 pour le coup. Et donc je pense que voilà, il y a plusieurs choses dans l'histoire qui font que ça m'a pas touchée à moi personnellement, de par mon histoire ou de par mes préférences à moi. Mais par contre je doute pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont adorer cette BD. Voilà, là pour le coup c'est juste un ressenti personnel. Par contre ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la mise en page là un petit peu pas rigide avec des cases de BD. Ça j'aime beaucoup à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le fameux roman graphique, qui est une BD un peu sans cases quoi. Mais voilà, avis très personnel, ça veut pas dire que je vous le recommande pas, c'est une bonne BD. À mon avis c'était juste pas pour moi spécialement. J'ai ensuite reçu LCA, que je n'ai pas lu, celle-là, donc je vais vous lire le résumé parce que je ne peux pas vous en faire un topo. Début du XXe siècle, une femme arrive dans un petit village reculé du sud du Mexique, dans la région du Yucatan. Qui est LCA? Quel est son secret? Cette mystérieuse étrangère s'embarque pour une odyssée fluviale à la recherche de son passé. Donc là,
de quoi, de qu'est-ce que ça va retourner. Il n'en sait rien. Mais j'ai beaucoup aimé le décor un petit peu. C'est pas un endroit où je lis beaucoup de BD ou de récits qui se passent dans le Yucatan pour le coup. Et voilà. Donc, est-ce que je peux vous en dire beaucoup plus pour l'instant? Ben non. Oh, je viens de me faire éblouir par le orange avec la luminosité en plus. Je me le suis pris en pleine face. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de spectres ou d'entités. Derrière, on voit des espèces de... je sais pas, là, d'insectes pas tout à fait terrestres, non? Puis là, il y a un monsieur à grosse corps. Je sais pas où je m'embarque avec ça. Je me demande si c'est pas un peu tout ce qui est croyance mexicaine, folklore mexicain. Je sais pas. Mais ça m'intrigue beaucoup, donc on verra. Donc ensuite, j'ai reçu Histoire de Jérusalem. Bon, là, est-ce que je dois vous faire le topo de pourquoi j'ai envie de lire ça? Actualité, voilà. J'ai besoin de savoir quel est le fucking problem. Voilà. Donc, il y a 4000 ans, Jérusalem était une bourgade isolée perchée sur une ligne de crête entre la Méditerranée et le désert. Aujourd'hui, c'est une agglomération de presque 1 million d'habitants qui focalise les regards et attire les visiteurs du monde entier. Entre-temps, les monothéismes y ont inventé, les plus grands conquérants s'en sont emparés, les plus grands empires s'y sont affrontés. Tour à tour égyptienne, perse, juive, grecque, romaine, byzantine, arabe, croisée, mamelouk, ottomane, anglaise, jordanienne, israélienne et palestinienne. Jérusalem est au cœur des intérêts et des passions du monde. Ben, tu m'étonnes. Berceau du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il n'en fallait pas plus pour foutre le bazar. Elle est aujourd'hui une capitale spirituelle pour plus de la moitié de l'humanité. Ben oui. En 10 chapitres, acteurs et témoins, célèbres ou anonymes, toutes celles et tous ceux qui ont arpenté Jérusalem au fil des siècles racontent ce millefeuille d'influences composites. Rien n'est inventé. Scènes et dialogues proviennent de plus de 200 sources publiées et d'archives inédites pour donner chair à ce récit choral. Bon, est-ce que je dois ajouter quelque chose? Je vais juste mettre très longtemps à le lire. Parce que, en même temps, est-ce qu'on est surpris qu'il y ait tout ça à dire sur Jérusalem avec ce que je viens de lire? Ensuite, une note de mes meilleures lectures BD de l'année, enfin en tout cas de mes dernières lectures BD, La dernière nuit d'Anne Bonny. J'adorais. Je me suis régalée, comme avec les Globetrotteuses là. C'était super. Et alors on nous dit que c'est l'adaptation du podcast Arte Radio. Donc si j'ai bien compris, il y a un podcast Arte Radio, une fiction qui a été créée. Je suppose que ça a bien marché parce qu'ils en ont fait une BD et ils en ont même fait une adaptation pour les enfants en podcast. Donc vous pouvez l'écouter en audio finalement, cette histoire-là, si je comprends bien. Le podcast, j'avais commencé à l'écouter avec mon fils, il est super bien réalisé avec des bruitages, machin, et plein d'acteurs. Bon bref, c'est super. Et donc là on nous dit ce soir, la mort est venue voir Anne Bonny. La mort de façon personnifiée, c'est-à-dire un peu la faucheuse quoi. Ancienne pirate des mers du Sud reconvertie en maquerelle impitoyable. La mort lui laisse une nuit pour raconter son histoire. Comment une bâtarde irlandaise a traversé les mers pour arriver dans les Caraïbes. Comment la solitude et le courage l'ont menée de l'Irlande au Nouveau Monde. Des champs de coton aux bateaux pirates. De la maison de son père à la liberté et à l'amour avec le capitaine Jack Rackham. Une histoire si captivante que même la mort s'arrête en l'écoutant. Mais faut-il croire absolument tout ce qu'Anne raconte? C'était super. En fait, on commence le récit avec la mort qui vient voir Anne, qui lui dit en gros, c'est fini pour toi, il te reste quelques heures à vivre. Et donc, dans sa maison close, elle va prendre un peu sa fille préférée, même si elle n'a pas d'affinité vraiment avec ces filles-là, mais en tout cas, celle qu'elle juge la moins bête de toutes, plus ou moins. C'est un personnage avec une personnalité forte quand même, la Anne Bonny, là. Et elle va en fait lui demander d'écrire son histoire. Et on va alterner entre les scènes où on la voit écrire, où elle parle à cette fille qui écrit, où elles ont une relation particulière. C'est-à-dire que des fois, elle va un peu la protéger comme la prendre sous son aile, et des fois, elle va lui parler comme une merguez, quoi. C'est vraiment... ça reste quelqu'un qui lui fait gagner de l'argent, tu vois le truc. Donc, elle a vraiment une personnalité très complexe, Anne Bonny, donc j'ai adoré ça. Même si évidemment c'est pas du tout le genre de personnalité avec laquelle on pourrait s'entendre ou qu'on a envie de côtoyer, mais dans un récit, j'ai trouvé ça super d'avoir une personnalité si complexe. Et donc on va alterner entre les scènes de maintenant où elle écrit, où on voit la mort là qui la regarde par la fenêtre, un peu
en rigolant en coin, en disant vas-y, raconte, je vais bientôt venir pour toi. Et après, on est plongé dans la scène qu'elle est en train d'écrire. Et là, on voit au présent, on la voit se passer la scène. C'était trop bien. Le récit, de la façon dont il est comme ça construit, trop bien. La personnalité d'Anne Bonny, trop bien. Son épopée, c'est du voyage, elle a un fort tempérament, elle fait ce qu'elle veut. J'aime trop. C'était trop bien, c'est une de mes meilleures lectures BD. Bref, vous avez compris, je vous la recommande à 100%. Ensuite, j'ai reçu et aussi lu et adoré à nouveau, j'ai eu de très bonnes BD là qui s'enchaînent là. Les secrets de Miss Green, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, je vous lis le résumé. Jusqu'en 1967, aux États-Unis, toute personne ayant une ascendance africaine, même lointaine, était considérée comme noire avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. C'est pourquoi, à l'orée du XXe siècle, Belle Greener devient Belle d'Acosta Green et, cachant ses racines africaines, gravit les échelons de la haute société new-yorkaise. Mais peut-on conserver un tel secret une vie durant, même si cette dernière vous donne l'occasion de fleurir dans la lumière des Blancs les plus puissants d'Amérique? C'était trop bien. Voilà, j'ai trop aimé. Elle est comme ça... un peu métissée, et donc elle va se faire passer pour portugaise et pas du tout d'ascendance, en tout cas d'origine africaine. Et on la voit évoluer comme ça, on voit sa grand-mère qui n'est pas d'accord avec le fait qu'elle renie ses origines, mais elle dit mais oui, mais on vit dans un monde où si je veux faire ce que je veux de ma vie, ben je suis obligée, donc je fais ce choix. Et donc elle est vraiment tiraillée avec voilà, sa famille, machin. Elle passe un pacte avec ses sœurs quand elles vont aller faire ce changement de nom, je ne vous en dis pas plus. Pacte qui va partir en vrille, qu'elle va devoir finalement devoir assumer elle à la fin. Enfin bon, et elle devient assistante. De fil en aiguille, elle passe d'une bibliothèque à une bibliothèque plus prestigieuse, à une plus prestigieuse parce qu'elle est bibliothécaire, etc. Et elle se spécialise dans la littérature et compagnie. Et elle finit par travailler pour la bibliothèque privée de... Comment il s'appelle à cette époque-là, l'homme le plus riche du monde? Allez, Morgan, J.P. Morgan. Voilà, c'était trop bien. J'ai adoré. Si le thème vous intéresse, c'est une super BD, lisez-la. J'ai ensuite reçu Le Magicien d'Oz, tome 1 et tome 2. Est-ce qu'il y a d'autres tomes à paraître? Non. Histoire complète en 2 tomes. Magnifique. Les dessins sont sublimes. Par contre, ça va très vite. Voilà. Mais il faut s'en douter. Voilà, la taille des BD et l'histoire du Magicien d'Oz tient là-dedans, entière. Donc évidemment, quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit « Ah, ça va un peu trop vite, ça va trop vite. » Les scènes s'enchaînent. Donc c'est super parce que quand on connaît l'histoire du Magicien d'Oz, bon ben voilà, on replonge dans le monde. Par contre, si on veut la découvrir, bon, ça va un peu vite. Donc on a l'impression que les choses s'enchaînent de façon un peu facile. Voilà, c'est un peu le défaut que je lui donnerai. Donc mis à part cette histoire qui va un peu vite, pour le reste, on replonge dans l'histoire originelle du Magicien d'Oz. Et les dessins, quoi. C'est trop mimes. On arrive à la fin des BD. Alors, j'ai reçu L'Appel de la forêt, un classique que je n'ai jamais lu. Donc là, je suis très contente de le découvrir en BD, parce que bon, vous savez, c'est un format que j'adore. Et donc, on nous dit, enlevé à la douceur de son foyer, Buck est vendu comme chien de traîneau et prend la direction du Grand Nord. Là-bas, il est confronté à la cruauté et à la brutalité humaine. La vie de chien d'attelage est rude et Buck subit un apprentissage impitoyable. La faim, le froid, les combats de chiens, les milliers de kilomètres parcourus sur les pistes réveillent en lui des instincts primaires venus du fond des âges. Mais alors qu'un nouveau maître fait de lui son compagnon le plus fidèle, Buck se sent de plus en plus attiré par l'appel de la forêt. Voilà, d'où le titre, évidemment. Donc, je crois que l'histoire est complète en juste ça. Donc là, si c'est le cas, et je pense que oui, parce qu'il n'y a pas marqué tome 1 ou rien du tout, je pense que ça va quand même aussi aller vite. À moins que l'histoire originelle soit très courte. Je sais pas, je ne l'ai jamais lu. Je connais juste de titres et j'avais déjà vu des couvertures passer. Donc, je sais pas, dites-moi. Mais voilà, j'ai peur que ce soit un peu rushé. On verra. Avant-dernière BD, c'est Elsbeth et la malédiction du beau silence. Est-ce que c'était un premier tome? Non, mais c'est Fort de Kawa. Non, c'est ça, oui, c'était un premier tome. Hein. Parce que j'étais en train de dire, mais je me rappelle pas de la fin. Ben oui, c'est parce que c'est pas la fin. Il y a bien longtemps, la malédiction du beau silence frappa tous les garçons du royaume, les privant de la parole et de l'usage de la magie. Eux aussi, un peu comme on a vu tout à l'heure. Elsbeth, jeune et brillante étudiante en sorcellerie, ne reculera devant rien pour rendre la voix à son petit ami, Jaïn, et l'entendre enfin dire ces simples mots « Je t'aime ».
c'est tout mignon. Alors, les dessins sont trop beaux. Voilà, c'est très joli. C'est très jeunesse, par contre, hein, clairement. Mais l'histoire est très sympa. Pour le coup, ça prend un peu plus le temps que le Magicien d'Oz. Ça va quand même relativement vite et les choses sont plus ou moins un peu faciles. Mais n'empêche que c'est une chouette histoire jeunesse dans un chouette univers. On va voir ce que ça donne avec les tomes suivants. Je suis bien curieuse. Mon plus gros coup de cœur sur cette BD, c'est vraiment les dessins. C'est un régal. Et puis l'originalité de l'univers. Voilà, c'est chouette. Maintenant, bon, je reste un petit peu sur ma faim. J'attends de voir la suite et je vous en reparle. Et enfin, on finit avec la dernière BD, Le Passeur d'âme, que j'ai lu et qui a été une super lecture. Et c'est un peu plus paginé, encore une fois, même beaucoup plus. Et donc là, l'histoire prend son temps. Et ça, c'est bien. On nous dit donc que Dorian Leith, prononcez-le comme vous voulez, à la française ou à l'anglaise, peut voir les fantômes. Non seulement cela, mais il est à l'écoute de leurs problèmes et essaie de les aider à passer dans l'au-delà. Un don qui fait de lui un paria pour tous les habitants de la ville. Un jour, la clé de la porte de la mort est volée, emprisonnant tous les fantômes dans le monde des vivants. Si cette dernière n'est pas retrouvée rapidement, le pire est à craindre. Dorian est bien décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la paix aux morts agités, mais attention, cette paix pourrait bien se faire au prix de la sienne. C'était très chouette parce que, pour le coup, c'est un jeunesse young adulte, un peu plus jeunesse même, mais les personnages sont fouillés, ont des chouettes personnalités qui se développent, ils sont tous bien différents les uns des autres, ils sont pas clichés, l'histoire est super intéressante, on avance lentement, tout n'est pas tout rose, tu vois, il n'y a pas des personnages, tu vois, c'est pas toujours des personnages qui sont tout lisses, et donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Le scénario est vraiment trop cool, on va de péripétie en péripétie, on s'ennuie absolument jamais. Ça là, c'est un oui. Et on passe enfin au roman. Ben oui, parce que tout arrive. Je suis allée chercher Sol de brume parce que je ne l'ai pas reçu. Par contre, j'ai reçu, vous allez comprendre, Porte-miroir, Ciel d'orage, Sombre terre, oui, je galère à les sortir, et Cœur de flamme. Bon, j'ai adoré le premier tome, j'ai donc lu Sol de brume et j'ai donc eu la chance de recevoir la suite. J'ai trop hâte parce que c'était vraiment chouette. Le tome 1 est quand même très introductif. Pour le coup, là, ça prend vraiment son temps. Mais c'est trop chouette. Donc, on nous dit qu'il existe deux mondes. L'un a conquis les nuages, l'autre a sombré dans le brouillard. Et grosso modo, on va suivre Seti, qui est une enfant des chutes. Donc, qui est une enfant qui vit ce qu'ils appellent donc dans les chutes, c'est-à-dire dans le monde d'en bas, qui est un monde de pauvres, etc. Elle a une particularité, c'est qu'elle voit les fantômes. En tout cas, ce qu'on considère être plus ou moins comme des fantômes, on ne sait pas trop à ce stade-là. Même à la fin du tome 1, on ne sait pas trop. Pour le coup, je ne vous spoile pas en vous disant du coup parce qu'on ne sait pas. Enfin, en tout cas, des entités, des trucs, je suppose qu'on en saura plus à la fin. Et dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les mystères. C'est une forme de magie. C'est à travers ces mystères que les gens étudient, les gens bien nés étudient, que la magie finalement opère. Et je ne peux pas trop vous en dire plus parce que, comme je vous dis, le tome 1 est très introductif et donc, à partir du tome 2, on va rentrer un peu plus dans la compréhension de la magie. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une série qui prend son temps parce que il se passe plein de trucs dans le tome 1, mais on n'a pas encore les clés, ne serait-ce que de la compréhension de comment la magie fonctionne et de comment elle est articulée, de c'est quoi ce truc. Donc, voilà. Donc, je vais bientôt me plonger dans Porte-miroir qui est le tome 2. Je vous remontre quand même plus en détail, du coup. Hop! Porte-miroir, Ciel d'orage, parce qu'ils sont tellement beaux, honnêtement. Le travail là des éditions Rivka, je suis admirative, c'est sublime. Et donc Seti va finalement être sortie des chutes par comment il s'appelle ? Bon, on va dire par une personne qui lui vit dans un manoir dans les nuages, qui est un personnage très apprécié, etc. Et elle va lui demander, un peu à brûle-pourpoint, de l'adopter. On ne sait pas trop pourquoi, il va rapidement accepter, on va comprendre plus ou moins qu'il y a quelque chose derrière qui fait que
pourquoi il accepte de l'adopter comme ça alors qu'elle lui demande et qu'il ne le connaissait pas juste avant. Enfin, en tout cas, qu'en théorie, il ne la connaissait pas juste avant. Et il va se passer plein de trucs et elle va rencontrer les gens dans les nuages et notamment d'autres personnes de son âge. Elles vont grandir aussi parce qu'au début du tome, c'est des enfants, à la fin, c'est plutôt des adolescentes. Et puis, on peut regarder sur les couvertures, elles ont l'air de bien grandir, elles deviennent des femmes. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de cette histoire. Je vous en reparlerai au fil des mois, au fil de mes lectures des tomes. Mais je peux déjà vous dire, procurez-vous-la. Parce que rien que le premier tome, je me suis régalée. La qualité de l'écriture aussi, ça a été un bonbon. Ça a été génial à lire. La qualité de la traduction, parce que c'est une traduction sublime. On voit que c'est une traduction, c'est appliqué, c'est pas rushé. Il n'y a pas des traductions bizarres. Au contraire, il y a des belles tournures de phrases. C'est bien fait. C'est super. J'ai hâte d'avoir la suite. Et je vous recommande vraiment de vous lancer dans cette série si le topo très approximatif que j'ai commencé à vous en faire vous plaît. De toute façon, on en reparle dans les prochains mois. J'ai ensuite reçu mes petits chouchous, mesdames et messieurs, enfin surtout mesdames, je pense. J'ai donc reçu les tomes 2, 3 et 4 des Enquêtes de Lady Rose. J'aime beaucoup trop. C'est par MC Beaton, qui est l'autrice d'Agatha Raisin. Si vous aimez Agatha Raisin et le style d'Agatha Raisin, j'allais dire, vous aimerez ça. Oui, je pense que vous aimerez ça, mais pour le coup, on est quand même sur un style différent. Mais c'est un peu moins... comment dire? Pas léger, parce que oui, léger, c'est un peu moins léger qu'Agatha Raisin. C'est une autre ambiance. On le voit là avec les costumes. C'est un peu plus sérieux dans les... Vous voyez, dans le contage de l'histoire. Mais on retrouve cette force d'Agatha Raisin. Pas du tout. Cette force de feu MC Beaton, qui était une autrice incroyable, qui avait ce talent pour écrire de façon simple, engageante, entraînante, où il ne se passe pas un instant où vous vous ennuyez. Mais ça, là, incroyable. Donc, c'est des enquêtes. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mis à part que je trouve ça génial. Et pour vous donner un peu le timbre de voix du truc, on nous dit que c'est entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton. Un suspense aussi corsé que son héroïne, parce que oui, on a une héroïne qui veut faire ce qu'elle veut. Et ça, on aime. Donc c'est trop cool. On a le tome 2, Soupçons et préjugés. C'est bien le tome 2, oui. On a le tome 3, Raison et châtiment, ici. Et on a le tome 4, Passion et trahison. Je me régale, voilà. Je les écoute aussi en audio, comme Agatha Raisin. En fait, tous les MC Beaton, je les écoute, en l'occurrence en audio. J'aime trop. Les livres sont sublimes. Vous pouvez alterner du coup entre l'audio et les livres. Ça va super vite. Je crois que c'est 6 heures d'audio à chaque fois. Je me régale. Écoutez, je me régale. Du coup, je vais aussi vous présenter Agatha Raisin, le tome 2 et le tome 3. Il est sorti une tonne de tomes. Une quarantaine. Je crois qu'on en a une quarantaine. Et alors, à mon grand désarroi, moi je les écoute en audio d'habitude. Et là, j'en suis au tome, je sais plus combien, 20 ou je sais pas quoi. Et ils sont plus disponibles sur Audible. Audible, quoi. Bon, je sais pas si c'est qu'au Canada qu'il y a ça. J'ai essayé de trichouiller en mettant un VPN. Mais non, pas disponible. Alors qu'ils étaient disponibles avant. Je comprends pas ce qui se passe. Je vais demander à la maison d'édition parce que là, je suis sur ma faim. Et si vous savez pourquoi ils sont plus disponibles, dites-moi si chez vous ils sont disponibles. En France, est-ce qu'ils sont disponibles? Tous. Parce que moi, il y a des trous dans la raquette. Il y en a qui enlèvent et ils disent soit il n'a pas été enregistré, soit il n'est pas disponible pour... Je ne sais pas pourquoi ils ont disparu. Et donc, je suis bloquée dans mes écoutes. Alors, pour me consoler, je peux au moins relire les tomes en papier. Et enfin, pour rester dans le thème, j'ai reçu le tome 2 et 3 d'Amish Macbeth, qui est une autre série d'MC Beaton. Le tome 2, Qui va à la chasse, perd sa place. Le tome 3, Qui s'y frotte, s'y pique. J'adore ces petites expressions là comme titre. J'adore aussi la DA là, des tomes. Je trouve ça trop choupinou. Regarde la culotte, elle s'en va à la culotte, c'est quoi? C'est une pentade? Non. C'est pas une pentade là, c'est un... Comment on dit? J'ai un dindon. Mais non, une caille. Regarde. J'adore. Et alors, j'ai le tome 1 là-bas et je vais découvrir du coup cette série Amish Macbeth puisque j'ai déjà découvert celle-là. J'ai découvert la saison des débutantes que j'adore aussi. Et puis, bon bref, celle que je vous ai présentée. Il me manque plus que celle à découvrir que je ne connais pas. Et je vois mon mari et mon fils qui rentrent du golf et que je n'ai plus de batterie. Ça fait vraiment longtemps que je tourne en même temps 70 livres. 70 livres. Ensuite, j'ai reçu le tome 1
ici de la tante Dimity et pas Dimitri. Ici, on a la mort de tante Dimity, une enquête d'outre-tombe, ici. Ensuite, je vois ici le secret de tante Dimity, tome 2. Et ensuite, on a un tome 0, le duc de Penford Hall. Donc ça, c'est le tome 0 de la série d'enquête la plus cosy que Mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Donc pourquoi tome 0 ? Ben, je sais pas, parce que du coup, je ne l'ai pas encore lu. Et alors, en fait, on nous dit plus cosy que Mystery, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une série où ça va être des enquêtes, mais pas sur des meurtres, plutôt sur des choses un peu plus légères. Des vols, des choses comme ça, qui se passent dans un village, si j'ai bien compris. On va lire ensemble le tome 1, pas le tome 1, le résumé. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimity semble veiller sur elle. Premier tome de la série d'enquêtes plus cosy que Mystery, etc. Best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Donc, voilà, j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Ça a l'air génial, j'en ai vu des bons commentaires. Les petits tomes là sont trop beaux, on va se le dire. Je les trouve trop cute. Et puis là, vraiment, je vous en dirai des nouvelles très bientôt. Je me demande s'il y a les versions audio, tiens. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ben, il y a tellement de livres que mon mari et mon fils sont déjà rentrés du golf. Voilà, et que je n'ai pas fini. Il nous en reste quand même un petit paquet encore à voir, donc je me dépêche. J'ai reçu, alors ce n'est pas un roman, mais je l'ai classé dans les romans parce que c'est le seul que j'ai. Tous mes hasards se ressemblent de Deborah Garcia, qui est plus connue sous le nom de C'est partout, je crois, sur Instagram. C'est donc des petits poèmes. Vous l'avez déjà peut-être vu passer sur Instagram. Et elle a sorti plusieurs livres et celui-ci est sorti en poche. Je pense que les autres aussi. À vérifier. En tout cas, celui-là est disponible chez Pocket, donc je ne l'ai pas encore lu. Je ne peux pas du coup vous en dire grand-chose, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur Instagram, donc sachez que ça existe. Est-ce que les coussins bougent tout seuls derrière moi? Ou est-ce un petit équel miniature qui se met dessous? Je vous avais dit qu'elle aimait aller dans les terriers. J'ai ensuite reçu un tout petit livre pour mémoire, Retour à Auschwitz avec Simone Veil. Minuscule livre, qui sont les confessions de Simone Veil quand elle retourne à Auschwitz, accompagnée d'un journaliste qui va donc recueillir son témoignage dans un tout petit ouvrage et qui va le retranscrire ici. J'ai envie de dire ça pour les mêmes raisons que la BD que je vous ai présentée en tout début de vidéo. Évidemment, je trouve ça tellement inimaginable que je pense comme tout le monde qui ne l'a pas vécu, j'ai besoin de comprendre. J'ai ensuite reçu Le Monde Véritable. Là, on a plein de poches. J'adore ces petits formats poches, je trouve ça tellement pratique. Ici, on nous dit derrière ce monde, il est un autre monde, véritable celui-là. Un monde animé de bêtes et d'esprits, un espace intemporel que seuls certains Cheyennes peuvent entrevoir. Avant d'y pénétrer, Molly McGill avait vécu 1000 vies, franchi 1000 collines. Échangé parmi 1000 autres contre 1000 chevaux, l'ancienne institutrice a connu la prison, l'exil, la guerre, les guerres et les massacres. Pas tout à fait indienne et plus tout à fait blanche, la voilà au seuil de ce paradis, sa famille autour d'elle. Est-ce une fable, un rêve? Un jour, une voyageuse vient le leur annoncer. Ce monde, même hors du monde, est en danger. Ça, j'ai très envie de le lire parce que j'ai adoré la BD 1000 femmes blanches chez Dargo. Je vous en ai déjà parlé pareil dans des précédentes vidéos. Donc c'est 1000 femmes qui ont été échangées contre 1000 chevaux. Comme ça s'est passé ici, en Amérique du Nord, et que je vis ici depuis 7 ans, je suis très intéressée par l'histoire de ces terres ici en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, puisque il s'est passé la même chose aux États-Unis et au Canada, ça a d'ailleurs commencé au Canada. Voilà, donc j'ai très envie de lire ça. À chaque fois que je peux lire, surtout que là, pas d'excuses, c'est vraiment tout petit, chaque fois que je peux lire des petits ouvrages sur l'histoire de ce continent dans lequel je vis, sur ces terres sur lesquelles je vis depuis 7 ans, et ben je m'en prive pas. Ensuite reçu Le Monde Perdu, qui est donc d'Arthur Conan Doyle, qu'on connaît plus pour Sherlock Holmes et pas beaucoup pour les dinosaures et la préhistoire. Donc c'est entre science-fiction et roman d'aventure, Le Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle a influencé de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, dont le célèbre Jurassic Park. Donc c'est un classique, je vous lis le résumé pour celles que ça intéresse. Le professeur Challenger, célèbre scientifique excentrique et colérique, affirme qu'il a découvert au cœur de l'Amazonie un territoire inexploré où vivaient des créatures datant de la préhistoire. Devenu la risée de ses confrères, incrédule et décidé à prouver l'authenticité de sa thèse, il organise une nouvelle expédition à laquelle se joignent le professeur Summerlee,
L'un de ses collègues sceptiques, l'aventurier Lord Roxon et Edward Malone, le narrateur, jeune journaliste qui souhaite impressionner sa bien-aimée. Décidant d'explorer ce monde perdu, isolé par des falaises abruptes, ils sont bientôt confrontés à la faune sauvage de ce plateau peuplé de ptérodactyles et autres animaux préhistoriques. Commence alors pour eux une aventure dont ils n'imaginent ni l'ampleur ni les dangers. Parviendront-ils à échapper à la mort et à rentrer à Londres pour présenter au monde les épreuves de leur découverte? Ça me fait penser un peu à un Jules Verne, mais version préhistoire, où ils vont découvrir un endroit inexploré, où il reste encore des dinosaures. Ma foi, why not? Je suis toujours très curieuse de découvrir des classiques. Parce que bon, on en parle beaucoup, mais moi, je les ai jamais lus, quoi. J'ai ensuite reçu Caresser le velours, et là j'ai été très intriguée. Je vois qu'il y a un petit autocollant livre culte. Moi, je connaissais pas, et le résumé m'a tellement intriguée, pourtant c'est pas ce que je lis d'habitude. Mais ça nous dit, dans l'Angleterre des années 1890, Nancy, jeune vendeuse d'huîtres sur la côte du Kent, voit sa vie basculer lorsqu'elle tombe amoureuse de Kitty, une chanteuse de music-hall aux allures de dandy. Bien décidée à vivre sa passion, Nancy la suit à Londres et s'embarque pour une incroyable épopée dans le West End, quartier énigmatique et inquiétant, qui ne prend tout son sens que sous les feux de la rampe. Mais c'était pas ça le résumé qu'il y avait sur le kit de presse là que j'ai reçu, c'était pas ça. Avec ce premier roman devenu immédiatement culte en outre-Manche, Sarah Walters revisite le genre du roman historique et nous offre une vision insolite et fascinante de cette fin de siècle qui préluda à la Belle Époque. Bon, en tout cas, c'était pas ce résumé-là que j'ai lu, mais ça m'a tellement intriguée et je me suis dit, bah vas-y, j'aime bien de temps en temps entre mes lectures habituelles, glisser des lectures inhabituelles pour un peu casser, parce que sinon, lire toujours de la fantaisie, ou que des BD. Bon, au bout d'un moment, voilà. Donc, j'aime bien mettre quelques lectures des fois. C'est pour ça que je lis aussi du Cozy Mystery ou que je l'écoute en audio. Enfin, j'ai très envie de le lire. T'as faim, hein? Maman a fini ça, on va manger après. On va manger? T'as faim? T'as faim? Oui, t'as faim. Ah oui, me mord le nez. Ensuite, j'ai reçu La librairie ambulante. Voilà, aussi tout petit livre, donc ça m'arrange un peu. 1907, Nouvelle-Angleterre. Hélène McGill est plus que lasse de s'occuper de la ferme familiale et de son frère Andrew. Écrivain à succès qui la laisse tout gérer. Oui, ma fille, tu veux descendre? Mais viens jouer un peu, tu vas bientôt manger. Regarde, tiens, cochon. 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 Oui, on joue avec cochon. Donc, de s'occuper de son frère, écrivain à succès qui la laisse tout gérer. Mais elle n'ose rêver à autre chose. Jusqu'au jour où se présente devant sa porte Roger Mifflin, vendeur charismatique de livres qu'il transporte dans un chariot de fortune tiré par sa jument Pégase. Justement, Roger songe à passer la main. Il ne faut pas longtemps à Hélène pour acquérir la librairie ambulante, jeter son tablier et prendre la route. Après tout, ne mérite-t-elle pas enfin de vivre sa propre aventure? C'est un classique américain paru en 1917. D'une modernité étonnante, etc., etc. Voilà, évidemment, ça parle d'une petite librairie ambulante, j'avais très envie de découvrir. Ensuite, j'ai reçu Les Semeuses. On est vraiment dans la fournée des poches, là. Jusqu'à ses 12 ans, Rosalie Iron Wing a connu la vie de ses ancêtres amérindiens. Vous comprenez donc pourquoi j'ai choisi ce livre. Tout ce que je vous ai dit avant. Par la voix de son père, elle a appris comme la terre chante sous les étoiles, comme chaque plante de la forêt a sa propre voix, son mystère. Et puis la vie l'a arrachée à ses terres, déracinée. Bien des années plus tard, elle revient à cette prairie du Minnesota et renoue avec toute une lignée d'aïeux et de femmes Dakota. Gaby Darlene, Mary Blackbird, 3 générations de 1860 à nos jours, brisées par le colonialisme, mais qui n'ont jamais été découragées de semer, et de semer encore, autant de graines que d'espoir. J'ai pas besoin d'en dire plus, j'ai déjà tout dit tout à l'heure de pourquoi je voulais lire ce genre d'ouvrage. Ensuite, alors là le titre est rocambolesque, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. De nouveau, on a un petit autocollant qui brille là, livre culte. 1946, alors que les Britanniques soignent leurs blessures de guerre, Juliette Ashton, écrivain en manque d'inspiration, entreprend une correspondance avec les membres attachants d'un cercle de Guernesey. De confidence en confidence, la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir pour la jeune femme, peut-être aussi celle d'une nouvelle vie. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais ça parle de nouveau de guerre. Et puis moi, le titre, il m'a happé, quoi. Mais je crois qu'on ne disait pas que ça là-dedans. Ah, c'est ça qui m'a donné envie, non? Parce que c'est un livre sur les livres et qu'on adore les livres sur les livres. 2, parce que ce roman renouvelle le genre épistolaire avec brio. J'avais envie de lire un roman épistolaire, j'en ai jamais. 3, pour découvrir le fabuleux club littéraire que les habitants de Guernesey auraient imaginé pendant l'occupation allemande.
4. Parce que son contexte historique nous rappelle que l'écriture est une arme puissante. 5. Parce que c'est un livre culte qui a déjà conquis plus d'1 million de lecteurs en France. 6. Parce qu'il vous donnera envie de créer votre propre club de lecture. 7. Pour suivre les aventures de Juliette, jeune auteur à succès mais en mal d'inspiration. 8. Parce qu'il a été adapté au cinéma avec Lily James, mais que c'est toujours plus classe de dire « c'est bien, mais le livre est mieux ». Il y a un t-shirt Muse, le livre était mieux d'ailleurs. 9. Pour enfin vous souvenir en entier de ce long titre alambiqué. Et 10. Parce qu'une lettre peut être le début d'une très belle histoire. J'aime beaucoup ce top 10 là, c'est 10 raisons de lire ce livre. Ça me donne trop envie de le lire. Ensuite, j'ai reçu La Relieuse d'Oxford, mais j'ai aussi reçu... Il est où? Ben ça... Là, La collectionneuse des mots oubliés, c'est le même, hein? Pip Williams, ben c'est le même, c'est la même autrice. Il s'était perdu quand j'avais dû le recevoir, quand il est sorti et que j'aurais dû le recevoir la première fois. Donc finalement, on me l'a renvoyé maintenant avec La Relieuse d'Oxford, qui est donc un nouveau roman de l'autrice. Donc pour La collectionneuse des mots oubliés, on nous dit que Esmé a grandi entourée de mots dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de bonne à tout faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver la parole de ces femmes, tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée. Esmé commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. Ça m'avait beaucoup inspiré. Et le nouveau roman, donc, La Relieuse d'Oxford, ça se passe en 1914 à Oxford. On nous dit que Peggy, relieuse aux presses de l'université, a toujours entendu dire que son métier ne consistait qu'à relier les livres, et non à les lire. C'est un crève-cœur pour cette amoureuse des mots, mais elle a besoin de cet emploi. Amoureuse des mots, de nouveau, un t-shirt qui est disponible sur Muse Book Club. Soit dit en passant. Alors que la guerre vide le pays de ses hommes valides, elle rapproche les femmes dont le labeur devient essentiel à l'avenir de l'Angleterre. Ce mouvement de solidarité entre travailleuses insuffle à Peggy une toute nouvelle énergie et l'arrivée à Oxford de réfugiés belges fuyant les bombardements allemands va finir de bouleverser son quotidien. La guerre, la sororité et l'amour lui laissent entrevoir « Aïe, la possibilité d'un autre destin. Aïe, 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 ma fille. Tu me fais trop mal. » Ensuite, on arrive à la fin. J'ai reçu Darwin, le dernier chapitre. Bon, on a compris, j'ai des thèmes de prédilection. Darwin, l'origine des espèces, Londres dans le 19e siècle, la Seconde Guerre mondiale, quoi d'autre, Versailles et la cour. Bref, j'ai des petits thèmes de prédilection. Et là, il y a un roman de fiction, mais sur le thème de Darwin, vous allez comprendre. Décembre 1831, le navire d'exploration HMS Beagle, qui est le vrai navire de Darwin, sur lequel était Darwin, quitte Plymouth au sud de l'Angleterre. Aïe, elle me mord. Son commandant, tu me mords. Robert Fitzroy a invité un jeune naturaliste récemment sorti de l'université de Cambridge. Oh, tu me perces la main là. Tiens, balle de baseball. En bonne petite Canadienne que tu es. Robert Fitzroy a invité un jeune naturaliste récemment sorti de l'université de Cambridge, Charles Darwin. Aïe, c'est tellement lourd une balle. Eh, vous avez jamais supposé une balle de baseball, c'est trop lourd, ça vient de me tomber sur l'os du pied. Son rôle, lui servir de compagnon de mer, susceptible de lui éviter des mois d'intense solitude du Cap Horn à la Terre de Feu, de la Patagonie à des 50e hurlants. Durant les 5 années que va durer ce voyage, la santé de Darwin se dégrade. Bientôt, l'aventure scientifique vire à l'enquête policière, tandis que Charles traverse au rythme des océans des périodes de grande détresse et d'apaisante accalmie. Mais il entend bien rapporter au péril de sa vie et de sa raison le fruit de ses travaux qui pourraient révolutionner la science et le monde. Et c'est prix Max Gallo 2024. Voilà, un récit passionnant dans lequel tombent les victimes comme dans un thriller. C'est la Dépêche du Midi, dépêche que je lisais, que je voyais mon père lire quand j'étais petite, puisque je viens de Toulouse. Voilà, ça m'a vraiment intriguée, parce que ça mélange Darwin et enquête, et je me suis dit, c'est parfait, c'est trop chouette. Sélection prix du roman noir historique. Alors moi, je lis jamais de thriller, mais j'aime bien les enquêtes polars, j'aime bien les Agatha Christie, etc. Donc dès que j'ai des trucs un peu comme ça, un peu plus légers qu'un thriller à fond, là, et ben, surtout quand ça mêle un sujet que j'aime beaucoup, ben, j'aime bien sauter dessus. Ensuite, j'ai reçu Comment voyager dans les terres oubliées. J'ai fait un petit réel parce qu'il est trop beau et j'ai reçu une petite box dessus. Ici, on nous dit 19e siècle, au cœur d'un vaste territoire coupé du monde entre la Russie et la Chine, le transsibérien reprend la route malgré l'inquiétant accident du dernier trajet. Là aussi, j'adore tu vois, c'est style le crime de l'Orient Express, quoi. J'ai trop envie de lire ce genre de truc, parce que j'adore. Les rumeurs persistent, mais la compagnie l'assure. Il n'y a désormais aucun danger.
À bord de nombreux voyageurs cohabitent. Maria a l'impression qu'on lui cache la vérité sur la mort de son père. Wei Wei, l'adolescente née dans le train, en connaît chaque recoin. Henry Gray, naturaliste, est déterminé à apporter la preuve de ses théories scientifiques. Un halo de mystère plane également autour de la capitaine. Voilà que le grand départ approche. Alors que le train commence sa course folle, des événements d'abord imprévisibles, puis très vite incontrôlables se produisent. Oh, elle me mord, mais tu me fais mal. Voilà, donc j'ai très envie de lire ce genre de roman, évidemment. Ensuite, pour rester dans le thème, tout le monde dans ce train est suspect. Alors ça, j'ai trouvé ça super original parce que ce sont des auteurs de thrillers, enfin de romans policiers, de thrillers, j'ai dit, oulala, la vidéo est longue, j'ai la gorge sèche. Des auteurs de romans policiers qui sont invités à un festival littéraire, qui vont dans un train tous ensemble, sauf que à l'arrivée, il y a quelques morts. Sauf que du coup, tous les auteurs de romans policiers savent tous comment faire le meurtre parfait, et donc il va y avoir une enquête entre les auteurs de romans policiers. J'ai trouvé ça super original, et voilà, un peu plus léger qu'un thriller ultra haletant qui n'est pas trop mon truc. Donc très envie de me plonger là-dedans. Voilà. On finit avec ça pour les poches. Les Drames de Paris, tome 3 et tome 4. J'avais déjà reçu le tome 2 et le tome 1, évidemment, que je vous avais présenté. Et on nous dit que c'est publié, donc, les Drames de Paris publiés à partir de 1857 sont l'un des plus célèbres romans feuilletons. Cette saga palpitante au succès phénoménal est une plongée captivante dans le 19e siècle. Elle marquera la mémoire littéraire et populaire grâce aux aventures de son personnage emblématique, Rocambole. Le club des valets de cœur arrête en 2 tomes et son second volume. Alors, d'après ce que je comprends, c'est le tome 1 et 2 que j'ai reçu là, des Drames de Paris, c'est un roman en 2 là. Et je pense qu'il y a des feuilletons, c'est comme un roman feuilleton dedans, ça a été compilé, je crois. Et là, on a le Club des Valets de Cœur, tome 1 et tome 2, qui sont les Drames de Paris, tome 3 et tome 4. Vous voyez le truc? Ça a été, je pense, condensé dedans. Et pardon, mais est-ce qu'on aime? Oups, je vois que je suis pas centrée. Est-ce qu'on aime? C'est trop beau, ça brille là. C'est magnifique, j'aime trop. Et on arrive aux 4 derniers livres où on passe là dans le genre fantastique, qui sont, non pas tous en anglais. Donc on a celui-ci, The Run in the Holy Library. Alors je l'avais repéré, j'adorais le résumé, sauf que j'avais lu des avis mitigés dessus et je m'étais dit ouais bon non, surtout qu'il le vendait très très cher par rapport à d'autres livres. Il le vendait 44$ avant taxe ici. Et c'est ouvert pas loin de chez moi un Home Sense, qui est un magasin merveilleux où il y a des trucs à prix cassés qui sont en fait comme des fins de série, etc. mais ultra bien sélectionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a que des pépites. Et là, je tombe pas sur ça pour 10$. Bon, ben, je l'ai pris, évidemment. Je sais plus ce que c'était le résumé, c'est une fille qui ouvre une librairie interdite et qui libère un monstre dans la ville, je sais plus où ça se passe, New York City. On nous dit qu'il y a 13 ans, les monstres ont émergé des ténèbres et ont plongé le monde dans une guerre cataclysmique une guerre cataclysmique proche de la destruction. Donc la ville de New York qu'on connaissait du jour au lendemain s'est finalement effondrée sur elle-même. Dans ce carnage, il y a un traité, un Monster Treaty, qui a été créé, donc un traité pour les monstres, quoi. Mais un soir, on a Kears, qui est notre personnage principal, qui est un voleur, qui va briser ce traité. Elle va entrer dans la Holy Library, donc la librairie sacrée, sans savoir que c'était la maison d'un monstre. On nous dit il est charmant, donc visiblement c'est un monstre qui a des traits humains. Il est charmant, etc., mais il est terrifiant. Il sait reconnaître un talent quand il en voit un, donc je pense qu'il parle du coup de notre personnage principal, donc je pense qu'il y a une romance là-dedans. Donc on nous dit qu'il sait reconnaître un talent et que c'est juste une question de savoir trouver le prix, son prix. Maintenant, elle est bloquée, elle est enchaînée avec un bargain, comment on dit? Allez, j'ai pas le mot en français. Tu sais quand on fait du chantage, là, genre je te dois quelque chose, là, un marché, avec une créature comme nulle autre. Elle doit sacrifier sa liberté. En échange, il va lui offrir ses talents. Et ensemble, ils vont mettre leur propre futur à risque. Mais lui, il joue à un jeu depuis des siècles. Et une fois qu'elle se joint à lui, il n'y a plus moyen de s'en échapper. Bon, voilà. Donc, ça m'avait tenté, mais j'avais des avis un peu... Je sais pas, j'avais pas lu que des bons trucs. Donc, je m'étais dit non, pas moyen que je paye 43 balles. Voilà. Donc, voilà. Dès que je l'ai vu à 10, je me suis dit... je prends. Ensuite,
Avant-avant-dernier livre, j'ai reçu, non, j'ai commandé Rebel Witch, qui est le tome 2 de... Est-ce qu'il est sorti en français? S'il n'est pas sorti, je suis sûre qu'il va être traduit. Donc ça, c'est le book 2. C'est le book, parce que je dis book 2. C'est le livre 2 et deuxième livre. Le dernier livre, c'est une trilogie. C'est avec une sorcière et un chasseur de sorcières. J'ai adoré le premier tome, ça c'était très très chouette. Voilà, j'ai adoré. C'est le livre 2. Voilà, donc je me le suis commandé et j'ai très très hâte de lire ça. C'était vraiment cool. Je suis un peu public difficile avec les romantésies. En tout cas, je lis pas de romantésie. Je lis des fantaisies dans lesquelles il y a de la romance, mais c'est pas le plot principal, vous voyez le truc. Et je suis un peu difficile aussi là-dessus parce que j'aime pas les trucs un peu gnangnan, un peu clichés. C'est bon, j'ai plus 14 ans là, j'aimerais des trucs un peu plus sérieux dans les constructions de l'intrigue, on est d'accord? J'ai beaucoup aimé, je me suis pris le tome 2. Je sais pas si c'est traduit, si ça ne l'est pas, je suis sûre que ça va l'être bientôt. Avant-dernier livre, Orgueil, préjugés et sorcellerie, celui-ci est en français, regardez-moi comme il est beau, il est tout doré là. Et alors là, c'est Orgueil et préjugés, mais version sorcellerie. On nous dit retrouvez le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière, Lydia, la cadette des sœurs Bennet. Figurez-vous que selon elle, sa chère sœur Kitty est un chat. Mais nul ne s'en rend compte. Que Wickham est un être malfaisant, comme on le sait, mais que... Ah, ouh, tu me mords! Mais que peut-on attendre d'autre d'un démon? J'adore. Et si Monsieur Darcy est si attaché à l'étiquette, ce n'est rien comparé à ses sentiments concernant la magie. Surtout, Lydia va devoir apprendre que, chez les sorcières, les promesses ont un véritable pouvoir. Voilà, trop cool, on nous dit que c'est un hommage à Orgueil et préjugés, etc. Sorcellerie, regard férocement féministe, place au merveilleux, bref. Il m'a pas fallu plus que ce résumé et ce joli livre, qui existait aussi en version souple. Mais franchement, bon, je les achète jamais déjà les versions souples, on va se le dire. J'achète que des hardcovers, Et puis, quel hardcover, franchement, il est cool, il est cool. Donc j'ai très très hâte de lire ça. On nous dit que c'est Les Confessions scandaleuses de Lydia Bennet, sorcière. Ça m'a vraiment fait rire, j'ai trop envie de lire ça. Et enfin, j'ai acheté un coffret. Alors, je ne comptais pas lire ça à la base. Je sais que c'est un préquel ou le contraire. C'est quoi le contraire du préquel? Un sequel, un truc qui se passe après là. Bref, parce que j'ai pas lu la trilogie originale, je comptais pas la lire. Je sais pas, ça, elle m'a jamais énormément attirée. Je me suis toujours dit ouais, ça a l'air cool, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de hype et que je sais pas ce que ça donnait et que peut-être que c'était un peu écrit, tu vois, un peu. Ça fait 2 fois que je dis tu vois, que c'était un peu à l'ancienne parce que j'ai l'impression que c'est sorti il y a longtemps. Donc est-ce que c'était de la fantasy young adulte un peu d'avant, je sais pas trop comment la décrire, mais vous voyez peut-être ce que je veux dire là, un peu cliché, un peu puis personnage masculin un peu toxique. J'ai cru voir ça passer, mais je suis pas sûre. Si vous pouvez me donner votre avis sur la série principale là, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire. Mais toujours dans ce Home Sense là, le magasin où j'ai trouvé donc l'autre que je vous ai dit, j'ai vu le coffret. Il était à combien? Est-ce qu'il y a encore le prix? Non, mais genre à rien quoi, à pas beaucoup. Il coûte 53 $ normalement. Et là, j'ai dû le payer 24, même pas la moitié. C'est souvent même pas le prix d'un livre. Et là, j'avais la duologie. Donc, je me suis dit, je vais essayer. En plus, comme ils sont dans un coffret, ils sont absolument 999, c'est-à-dire il n'y a pas une rayure. Donc, je me suis dit, why not? Voilà. Parce qu'on retourne dans le monde de Elfhame. Voilà, intrigue, trahison et désir dangereux. Bon, voilà, je sais pas trop quoi en attendre. Je sais que je peux le lire sans avoir lu la trilogie, que c'est pas recommandé parce qu'il y a des choses des personnages qu'on revoit et des choses qui se sont passées avant auxquelles on fait allusion que moi je vais pas, du coup moi je vais pas avoir la ref, quoi. Mais que on pouvait comprendre l'histoire sans avoir lu le précédent. Donc, comme j'avais pas envie de... En tout cas, comme il ne m'avait pas tapé dans l'œil la première trilogie, mais peut-être à tort, peut-être à tort, je sais pas. Je me suis dit, tiens, à ce prix-là, c'est l'occasion, why not? Il y en a que 2 à lire, et pas 3. Et la comment ça s'appelle? Mais je crois qu'il y avait un résumé, là, une feuille sous le blister. Le résumé de celui-là me tentait bien. Mince, je sais même plus lequel c'est le premier. Stolen Air, c'est celui-là. Et alors, qu'est-ce que ça nous disait? On nous dit que c'est une queen, une reine en cavale. Voilà, il y a un prince, une quête qui pourrait les détruire tous les deux.
Et voilà, 8 ans ont passé depuis la bataille du serpent. Donc je pense que ça fait référence à la première trilogie que je n'ai pas lue. Donc ça se passe après. Et on nous dit que ça se passe dans le nord. On nous parle d'anciennes reliques, on nous parle du nord, on nous parle d'une cour, de la cour de la dent, de la citadelle de l'aiguille. Je sais pas comment c'est traduit en français, mais en gros là, si on traduit littéralement, ça dit ça, donc ils ont peut-être pas traduit comme ça en français. On nous parle donc d'anciennes reliques qui créent des monstres de glace et de neige. On nous parle de revanche. Bref, voilà, on nous parle de beaucoup de choses comme ça, on nous parle de... Bon, j'ai pas envie de trop me spoiler parce que j'ai peur qu'en lisant ça, je me spoil les trucs précédents. En tout cas, je me suis dit, why not? Moi qui vis dans un pays nordique, on nous parlait de glace. Là, effectivement, je vois qu'il y a de la glace, de monstres. J'aime bien quand il y a des monstres et compagnie dans les livres, là. Bon, je suis très très floue, là, sur ce truc. Mais je me suis dit, écoute, peut-être que ça peut le faire. Peut-être que ça me donnera envie de lire la trilogie originale. Peut-être que je vais quand même acheter la trilogie originale. Mais en tout cas, ça m'avait tenté et je me suis dit, bon, au pire, à ce prix-là, tu te mouilles pas. Je pourrais toujours le revendre si jamais. Et puis c'est un coffret, donc ça marche bien. Pour se revendre, ça ne devrait pas être trop difficile. Bon voilà, c'est tout. Je sais pas, on verra. Et c'est tout pour nous. Ça fait 70 livres, quand même. Et je sais que j'en ai oublié quelques-uns, mais tant pis pour cette vidéo, on va s'arrêter là, hein, parce que là, elle est très, très, très longue. Je pense que votre café, thé, chocolat chaud est fini depuis longtemps. Votre repas peut-être est fini depuis longtemps, peut-être même votre sieste, voire votre nuit, hein, je ne sais pas. En tout cas, il fallait que je vous présente tout ça. Il faudra vraiment que j'ai moins de livres à vous présenter la prochaine fois, que je fasse des vidéos plus vite. Mais bon, je suis en plein travail sur une application en ce moment, bref, qui n'a rien à voir avec vous, donc je ne vous en parle pas maintenant. Mais voilà, donc j'ai été très très occupée ces 3 derniers mois. Et maintenant qu'elle est terminée, en tout cas que la première version est terminée, j'ai pris une petite pause pour vous présenter tout ça. Avant de la mettre sur les rails et de la faire connaître au public. Bref, si ça vous intéresse, je vous en reparle plus tard. Pour l'instant, c'est tout pour nous. Et je vous dis, mes girls, bye bye. Bye bye. Tu dis bye bye? Bye bye. Bye bye. On va manger. Tu vas manger, toi. Oui, tu vas manger. C'est l'heure. Hein? C'est l'heure d'aller manger. Maman, j'ai attendu très longtemps. J'ai faim. On va manger? Allez, on va manger.